Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle audition contradictoire du musée du barreau de Paris. Comme vous vous en doutez, nous ne sommes pas dans nos locaux habituels. Des quelques questions sanitaires et sécuritaires nous en empêchent, mais nous avons décidé de reprendre le cycle de nos conférences débats, ces auditions contradictoires avec trois invités aujourd'hui, trois livres, trois auteurs qui sont Marc Renneville, Romain Juston-Borival et Franck Sénateur, et nous sommes dans les conditions du direct, c'est-à-dire que même si nous bégayons comme je viens de le faire, ou de manquer le prénom de notre invité, nous continuons. Trois livres qui sont tous les trois reliés par l'histoire du crime, l'histoire du droit, l'histoire de la justice, l'histoire du meurtre. Un très gros livre sur Jacques Vacher, l'éventreur, un célèbre, entre guillemets, tueur en série, l'archétype, peut-être du tueur en série, une histoire des évasions avec Franck Sénateur, 2 siècles d'évasion et au moins 3 heures d'évasion de lecture. Et puis, ça était facile, mais il faut quand même la faire. Et Romain Juston-Borival qui se penche sur les médecins légistes de façon historique, l'entrée de la médecine légale dans les prétoires et dans l'enquête, et puis sur un tableau sociologique aussi de cette profession que l'on fréquente plus à la télévision généralement, ou alors quand on la fréquente, c'est qu'on n'est plus capable de bouger du tout et qu'on est sur la table d'opération. Avant de vous présenter un peu plus mes invités, vous rappelez que le musée du barreau de Paris était jusqu'ici 25 rue du Jour, à Paris 1er, qu'il va se redéployer bientôt, qu'il a un site internet magnifique qui permet de voir une partie de ses collections permanentes, du procès de Marie-Antoinette à celui de Louis XVI, en passant plus loin par l'affaire J'accuse, Dreyfus, Zola, le procès de Pétain, beaucoup d'archives très importantes et qui sont un prétexte pour nous pour parler d'histoire du droit, d'histoire de la justice et de temps en temps d'histoire du crime. Ces auditions sont depuis 4 ans notre rendez-vous d'ouverture dans lesquels nous invitons des auteurs, et uniquement des auteurs de livres, qui s'avèrent être par ailleurs parfois des professionnels du droit, parfois des historiens, parfois d'autres professions. Au bout de la table, avec la distance physique et sociale nécessaire et des tests, comme pour le débat Donald Trump-Joe Biden, qui s'est enregistré en direct à la même heure où nous sommes en léger différé. Donc avec dans l'ordre Marc Renneville, donc je viens de présenter Vacher l'éventreur chez Jérôme Millon, historien surtout, je crois, beaucoup spécialisé dans l'histoire des sciences, avec auteur de livres très importants, moi je le crois, sur la folie, la psychiatrie. Il y a ce livre merveilleux que je n'ai pas ici, mais Crime et folie, 2 siècles d'enquête médicale et judiciaire. Je pense que tout le monde ici l'a lu, donc vous êtes invité à le lire aussi. Pour ce soir, Marc, c'est Vacher l'éventreur. Alors c'est un sujet sur lequel vous êtes déjà penché, et cette fois c'est le dossier complet. Pour faire ça, je ne vous demande pas de répondre maintenant, je vais vous brancher dessus dans quelques instants. Le temps de parler de nos autres amis. Romain Juston-Borival est dans une autre sphère de la recherche, il est sociologue, maître de conférence à l'université de Rouen. Alors on dit Paris-Normandie, mais c'est Rouen, parce qu'on aime bien Rouen-Normandie. Rouen-Normandie, ah pardon, non c'est Rouen-Normandie, pardon. Je ne connais pas pourquoi j'ai lu quelque part que c'était Paris-Normandie, comme le journal. Donc, parce qu'on est à 1 heure de Paris, mais tout va bien. C'est la Normandie. C'est la Normandie. Donc, ça s'appelle Médecin légiste, une enquête sociologique. C'est aux presses de Sciences Po, un éditeur sérieux et ami de la maison. Et c'est effectivement, on va dire en 2 parties, pour simplifier beaucoup les choses, une rétrospective historique de l'arrivée de ces instruments scientifiques, de cette médecine à l'intérieur du système policiero-judiciaire. Et puis ensuite, un tableau sociologique de qui sont ces gens, que font-ils, d'où viennent-ils, que font-ils, que font-ils de nos corps et de nos cadavres. Et puis parfois aussi, pas uniquement des corps et des cadavres, il y a une médecine légale également des vivants et des blessés, qu'il ne faut pas oublier. Enfin, Franck Sénateur, alors historien aussi, sans être attaché aujourd'hui, je pense, à une institution, grand spécialiste alors du bagne, du transport vers le bagne aussi, beaucoup de livres, des livres sur l'évasion. Il y en avait un autre sur l'évasion, si je ne me trompe pas. Et celui-ci, c'est son geste majeur sur la prison, l'endroit d'où on doit s'évader. Je lis la citation de Michel Vaujour derrière.
sur la 4e de couverture, et c'est donc une autre histoire de la justice de 1789, ou 1791, pardon, 89 pour faire simple, mais à nos jours, et c'est publié chez Nouveau Monde, très bon éditeur d'histoire qu'on apprécie également. Voilà, vous savez à peu près tout. Peut-être que le plus simple, c'est de commencer par pas le plus ancien, mais on va dire celui qui à la fois est très important quand on se penche sur l'histoire des tueurs en série ou du crime, et peut-être celui qui est un peu méconnu par le grand public parce qu'il ne passe pas à la télévision et qu'il est déjà mort et enterré depuis quelque temps. Qui est Joseph Vacher et pourquoi s'intéressons à Joseph Vacher, Marc Renville? Eh ben, Joseph Vacher, en fait, on le connaît encore un peu de nos jours sous le nom de Bouvier, dans le film de Bertrand Tavernier, Le juge et l'assassin. Je pense que c'est la principale mémoire qu'on a de cette affaire. Et on en a retenu essentiellement le fait qu'effectivement c'était un tueur, comme on dirait de nos jours, en série, parce qu'il a tué à plusieurs reprises avant d'être attrapé. Mais c'est un tueur qui présente beaucoup d'aspects intéressants par sa trajectoire, par les crimes qu'il a commis, qui sont des crimes relativement abominables dans leurs circonstances. On y reviendra sûrement, par les diverses enquêtes qui n'ont pas abouti, parce que pour être tueur en série, il faut qu'il y ait plusieurs crimes qui soient non élucidés avant qu'on procède à l'arrestation. Et puis par les enjeux ensuite de comment juge-t-on un tueur qui a tué à plusieurs reprises à la fin du XIXe siècle, dans des circonstances qui, par jeu de miroir avec notre époque contemporaine, peuvent poser pas mal de questions. Alors, par exemple, pourquoi a-t-il été jugé que pour un seul crime alors qu'on est sûr qu'il en a commis 11 ? Était-il fou ou pas? A-t-il simulé la folie, ce que l'on pensait? Et si j'ai fait un gros livre, c'est tout simplement parce que je suis allé de surprise en surprise sur une affaire que je pensais très simple, très claire, et pour laquelle j'ai découvert beaucoup de choses dans les archives. Et j'ai voulu partager avec le lecteur ces découvertes, et les rendre accessibles surtout, d'ailleurs pas commenter l'archive et lui faire comprendre que... Il faut comprendre, pardon, je vous interromps une seconde, Marc, c'est un livre, c'est à la fois un récit, c'est le dossier, pour faire simple, c'est le dossier commenté, c'est passionnant, parce que les affaires criminelles sont passionnantes, ça ne passionne pas uniquement les spécialistes, mais également les simples profanes, et c'est une plongée dans l'affaire Vacher, pièce après pièce, date après date, les lettres, les documents, les auditions racontées. Alors ça peut se lire comme un roman de 680 pages à la louche, ou comme un livre d'histoire, ou comme un document. Moi, j'en connais pas de livre de ce type. Non, je pense qu'il n'y a pas d'équivalent, et je pense qu'il faut louer l'éditeur d'avoir pris le risque de faire un gros livre comme ça. Et l'idée, c'était de faire un livre sérieux sur un tueur en série, parce que des livres sur les tueurs en série, il y en a beaucoup. Mais je voulais que le lecteur soit capable de se mettre soit à la place de l'assassin en publiant ses textes, soit à la place du juge en publiant les interrogatoires, soit à la place aussi des médecins légistes, puisqu'il y a les rapports d'expertise, et à la place du public aussi, puisqu'il y a des complaintes qui ont été chantées, on y reviendra peut-être. Et il y a une émotion populaire autour de cette affaire qui a été un peu oubliée, que j'essaie de restituer dans le livre. Qui tue-t-il Je crois connaître la réponse, mais pour nos spectateurs ou nos internautes, qui tue-t-il et où? Moi, à chaque fois qu'on me parle de cette ville, les gens en parlent comme, voilà, c'est la ville de Joseph Vacher. Où est-on et que fait-il? Alors, Joseph Vacher, en fait, est itinérant. Hein. C'est un tueur. Enfin, avant d'être tueur, d'ailleurs, il est autre chose qu'un tueur. C'est-à-dire, c'est un paysan qui cherche à se placer chez les religieux, chez les frères maristes, qui cherchent à obtenir des postes et puis qui ne les obtient pas, qui a un passage à l'armée un peu contesté, et puis qui a une grosse déception amoureuse et qui, à partir de là, sa vie va basculer. Il tente d'assassiner la personne qu'il croyait promise au mariage. Il tente de se suicider aussi, et c'est pas pour de faux, il met vraiment le revolver contre sa tempe droite. Il tire à 2 reprises, et il gardera une balle dans l'oreille, donc il ne meurt pas, et il gardera une balle dans le cou aussi. Et à partir de là, il va se penser comme étant habité par quelque chose, peut-être que Dieu n'a pas voulu qu'il meure ce jour-là. Et ce qu'il va commettre comme crime qui va susciter beaucoup d'émoi, c'est en fait ses victimes vont être des victimes des jeunes bergers, des jeunes bergères, il y a une exception, une personne âgée. Mais dans l'ensemble, ce sont vraiment des figures d'innocence, des jeunes pâtres, et il les tue dans des circonstances relativement identiques, c'est-à-dire qu'il les égorge, et ensuite il y a des sévices sexuels qui sont commis sur les corps, et il les cache quand il a le temps, et après il marche. Et il marche tant et si bien et si vite qu'il n'est pas repéré pendant au moins ses 11 premiers crimes. Et il est repéré à partir du 11e crime où il est arrêté. Racontez-nous, même si je connais vraiment un tout petit peu l'affaire. Il y a un processus, c'est-à-dire qu'il y a évidemment, s'il y a 11 assassinats reconnus, il y en a peut-être eu plus de commis, mais en tout cas il y en a 11 avoués. Ça veut dire que pour les 10 premiers, on ne l'a pas attrapé.
et, au moins. Et sur les 10 premiers, on commence quand même à faire un signalement qui n'est pas le signalement de la personne, mais qui est le signalement par les cadavres. Je pense qu'on y reviendra certainement avec les médecins légistes. Il y a une grande importance des rapports d'expertise, d'autopsie qui sont faits, qui disent mais des sévices comme ça, c'est pas banal, donc on commence à les mettre entre guillemets en série. Et il y a également le signalement de Vacher, parce que Vacher, on estime après coup qu'il avait vraiment la tête de l'emploi, une sale tête donc, et notamment une asymétrie faciale qui faisait qu'on pouvait le reconnaître soi-disant facilement, mais si on l'avait reconnu si facilement, pourquoi n'a-t-il pas été arrêté si tôt? Mais en tout cas, il y a plusieurs juges d'instruction qui ont commencé à faire un signalement du personnage, qui fait qu'on prend souvent d'ailleurs cette affaire comme étant une sorte d'archétype du profilage criminel, puisque ce serait d'après un petit peu le portrait robot qu'on aurait fait de l'assassin, qu'on aurait pu l'arrêter. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait c'est la population qui l'a arrêté, et non les gendarmes. Effectivement, il y a des longues considérations sur la médecine légale et son intervention. Oui. Donc, vous... Romain, juste au mot Bah, effectivement, ça me fait, ça me donne d'autant plus envie de découvrir le livre, sachant que donc moi j'ai proposé dans ce livre de rendre compte d'une enquête que dans ce livre, d'accord. Oui, voilà. De votre. Très bien. Oui, c'est ça, pardon. Très bien. On va venir après à Franck Sénateur. Je vous en prie, allez-y. Oui, parce que donc, dans ce livre qui est tiré d'une thèse de sociologie que j'ai menée entre 2012 et 2016 à l'université de Versailles-Saint-Quentin, dans un laboratoire qui s'appelle le Printemps. Donc j'ai voulu rendre compte dans ma thèse d'abord et dans ce livre ensuite d'une enquête sociologique, évidemment, conduite sur ce groupe professionnel. Alors c'est un geste assez classique en sociologie, s'intéresser à des professions, mais celle-ci m'intéressait particulièrement en tant qu'elle se situe à l'interface entre deux institutions très importantes de nos sociétés, l'institution médicale d'une part et l'institution judiciaire, ce qui du coup m'a conduit à faire des choses à la fois assez ordinaires quand on fait de la sociologie des professions et d'autres un peu plus originales. Donc les choses ordinaires, vous les avez citées, rendre compte de la dimension historique de ce groupe professionnel, comment il s'est constitué, comment aujourd'hui en France la médecine légale est organisée. C'était elle démarque quand cette médecine légale, si on doit la schématiser ou c'est millénaire. On a dans un temps très long, dès l'Égypte antique, pratiqué des formes d'examen médico-légaux. Certains la tracent sa naissance en Chine. Il y a un roman qui s'appelle Le lecteur de cadavres, que je conseille d'ailleurs sur cette manière de créer au fond cette activité d'expertise. Et en France, elle a connu un mouvement historique en fait concomitant de ma période de thèse, puisqu'une grande réforme de la médecine légale a été mise en œuvre entre les années 2010 jusqu'aux années 2017, ce qui fait qu'aujourd'hui la médecine légale est une spécialité médicale comme une autre, tandis qu'avant elle était une activité d'expertise dont des médecins de spécialités diverses pouvaient mettre en œuvre pour répondre à un juge. Donc voilà, ça c'est une des premières choses que j'ai faites dans ma thèse, et les deux autres chantiers que j'ai essayé d'explorer, c'est évidemment une question là encore très classique relative à ces médecins légistes. Qui sont-ils ? Comment ce choix d'investir la médecine légale s'est fait? D'où vient-il? Est-ce que c'est une vocation depuis l'enfance? Est-ce que c'est une découverte au cours de son cursus médical? Et au fond, on constate que certains sont certainement des passionnés du droit, qui ont ainsi concilié l'exercice de la médecine légale, l'exercice de la médecine avec un intérêt pour le droit, tandis que d'autres apparaissent plutôt comme des désabusés du soin, qui ont fait médecine, n'ont pas forcément été toujours très à l'aise avec le relation au patient, et ont trouvé dans la médecine légale une forme de confort, et en tout cas un intérêt à éclairer le juge sur des sujets compliqués. Et dans la médecine légale, il n'y a pas que les morts. Exactement, c'est la... Donc il y a parfois des patients, des victimes à examiner. Ou des victimes à examiner, des personnes mises en cause à examiner également pour décider de la compatibilité de leur état de santé avec un maintien en garde à vue. Et cette médecine légale qu'on appelle clinique, ou médecine légale du vivant, elle est largement majoritaire. En termes d'actes, en termes de médecins qui la conduisent au quotidien. Mais au fond, elle a un point commun avec la médecine légale dite thanatologique, celle qu'on pratique en salle d'autopsie, c'est qu'elle s'intéresse au corps violenté. Elle ne vise pas à le soigner, c'est pas la vocation première de la médecine légale. La vocation première de la médecine légale, qu'elle s'attache aux morts ou aux vivants, c'est d'éclairer le juge sur une question technique. De quoi est-il mort ? Quel est le degré de violence que ces personnes a subi qui justifie qu'elle a déposé plainte?
Et c'est donc là, la troisième chantier que j'ai fait dans ma thèse, c'est que ces médecins légistes, je les ai suivis au plus près de leurs actes, au concret, dans leur pratique. J'ai passé du temps en salle d'autopsie, dans le cabinet médical, un petit peu dans les commissariats, et j'ai tâché de rendre compte de la manière la plus concrète possible de la façon dont les rapports d'expertise sont constitués. Avec ensuite, c'est la fin du livre, l'idée d'aller voir ailleurs, d'aller voir au tribunal, auprès des acteurs judiciaires, ce que deviennent ces rapports d'expertise quand les magistrats s'en saisissent. Aussi bien les magistrats du parquet que les juges du siège lors des procès d'assises dans lesquels les médecins légistes sont souvent convoqués à la barre. Voilà. Cette discipline, elle est, alors j'entends bien les évolutions, mais elle est actée ou considérée, ou prise au sérieux depuis toujours, hein, dans un temps récent. On parlera peut-être du film J'accuse, pour lequel Franck, sénateur, a travaillé, où on voit Bertillon un peu malmené. Alors c'est pas tout à fait la médecine légale, la police technique. La police technique et scientifique. À quel moment ça devient une affaire sérieuse, en dehors de ces toutes dernières années où ça devient prioritaire? Ce qui est intéressant, c'est que c'est devenu une affaire sérieuse, mais appréhendée de manière très différente. C'est-à-dire que lorsque les premières fois qu'on demande à des chirurgiens, Ambroise Paré, c'est un nom qu'on connaît tous, d'établir des rapports médicaux sur des personnes décédées, on n'a pas un médecin légiste, on a un médecin qu'on sollicite en tant qu'expert pour donner un avis technique. Donc c'est une forme de première professionnalisation de la médecine légale, c'est qu'on voit apparaître de plus en plus de procédures judiciaires qui demandent à un médecin son avis. Et puis progressivement, et c'est ce que je disais, la réforme de 2010, mais avant ça la création des CHU, des centres hospitalo-universitaires, avait déjà commencé à initier l'idée selon laquelle c'était peut-être une bonne idée de construire un corps de professionnels spécialisés dans la médecine légale. Ce qu'on appelle les médecins légistes, mais qui n'ont pas forcément d'équivalent d'ailleurs dans d'autres pays. Et donc voilà, c'est un processus qui a fonctionné beaucoup de manière, je dirais, comme un balancier. De temps en temps, on a mis le paquet sur l'idée selon laquelle n'importe quel médecin devait pouvoir être sollicité pour apporter un avis technique sur un phénomène de violence. Et un autre pôle, disons, où à plusieurs périodes, et on est en train de vivre cette période actuellement, on a considéré qu'on devait professionnaliser un corps de médecins légistes qui allaient quotidiennement épauler la justice sur des phénomènes de violence. Dans le livre de Marc Renville, ne t'inquiète pas, Franck Sénateur, je vais vous laisser parler, hein, mais je vais te laisser parler. Étude médico-légale des crimes avoués par Vacher. Elle s'étend de la sortie de Vacher de l'asile de Saint-Robert à son arrestation à Champy et comprend par conséquent les crimes commis par l'inculpé de 1894 à 1897. Vacher a avoué 11 assassinats. Nous décrirons ceux-ci au point de vue médico-légal, d'après les constatations des premiers témoins sur les lieux du crime, les rapports des experts, les renseignements donnés par Vacher et suivent. Après, il y a beaucoup de dessins qui ne sont pas réjouissants, mais enfin qui sont intéressants. Il y a beaucoup de bergers éventrés, de bergères, voilà, Augustine Mortureux et quelques-unes autres. Donc ça a une importance capitale dans le oui, dossier. Tout à fait, parce que la grande question sur l'affaire Vacher, à partir du moment où on l'a attrapé, puisque c'était l'objectif, c'est qu'il faut le juger. Et pour le juger, il faut, un vieux système finalement qui date de l'ancien droit, qui est reconduit dans le code pénal qu'on a eu jusqu'en 1994 et même jusqu'à nos jours, il faut être responsable de ses actes. Et il y a une manière de ne pas être responsable, c'est d'être fou. Donc la vraie question, c'est est-ce une personne raisonnable, cet homme qui a commis 11 assassinats dans ces conditions-là? Est-il possible qu'il soit raisonnable? Est-il possible qu'il soit responsable et donc jugeable? Et tout le débat va porter là-dessus. Et d'ailleurs, donc qui va décider de ça? C'est les personnes qui vont commettre l'expertise. Et les personnes qui sont les experts, ce sont les médecins. Donc toute l'histoire de Joseph Vacher peut être lue comme une affaire d'expertise médico-légale en fait. Et alors la question c'est de savoir aussi, et certainement que vous l'avez bien vu dans vos entretiens, c'est que le rapport c'est une chose, mais le rapport ne décide pas de tout, puisque finalement le magistrat peut prendre acte du rapport ou en solliciter un autre, et c'est d'ailleurs ce qui se passera dans l'affaire Vacher. Il y aura un premier rapport d'expertise qui sera donné par le médecin de la prison de Belay quand Vacher vient d'arriver. Et la question est posée un peu par principe, et puis le médecin dit « Oh, ce gars-là, il hésite déjà, il dit « Il me semble être aux frontières de la folie ». Sauf qu'il ne dit pas de quel côté, hein, si c'est du côté responsable ou irresponsable. Donc le juge finalement est libre avec ce rapport d'avancer ou pas. Et on a longtemps pensé, parce que c'était ce qu'avait écrit le juge dans ses mémoires, que le juge avait compris d'emblée qu'il avait affaire, pensait-il, dit-il en tout cas, à un simulateur.
donc un simulateur de folie. Et les écrits de Vacher, que j'ai à peu près... Enfin, je les ai tous reproduits, sauf ceux qu'on m'a signalés après la publication de l'ouvrage. Bien sûr, c'est par principe, voilà. C'est comme ça. Mais... Donc ce n'est pas complet, même s'il y a beaucoup de choses. Et beaucoup de choses qui ont été rassemblées, surtout, qui n'avaient pas été vues ensemble avant. Les écrits de Vacher tendent à faire croire que cet homme simule. Moi, ce que j'ai compris de mon cheminement, parce que je pensais aussi au début que c'était un simulateur très, très sérieux, c'est qu'en fait, Vacher ne simule pas la folie, et il le dit même à son juge, puisqu'il l'appelle comme ça à un moment donné, je ne déraille pas, il dit. Donc il affirme sa non-folie. Et ce qu'on n'a pas bien compris dans l'affaire Vacher, parce que c'est une affaire qui est à la fois simple et un peu compliquée si on veut rentrer dans les détails, c'est que Vacher se croit innocent. Il dit, je suis innocent, je suis malade, mais je ne suis pas fou. Et je suis malade parce que j'étais, alors dit-il, mordu par un chien enragé quand j'étais gamin. Donc ça m'a vicié le sang. Et puis, depuis qu'on m'a mis dans des asiles, là où j'ai pas été soigné de la balle que j'ai dans l'oreille, eh bien en fait, j'ai la tête qui bourdonne quand il fait chaud, etc. Et je sens que Dieu a prévu pour moi des desseins. Et comme la France est un pays mal gouverné, avec beaucoup d'iniquités, eh bien il m'a envoyé sur terre pour punir les Français en faisant comme ça des attentats un peu au hasard. Voilà, donc voilà sa parole. Le juge, lui, dans un premier temps, se dit, naturellement, je dirais, ce réflexe classique, d'autant qu'il n'est pas spécialisé, ce gars-là est fou. Il écrit ça à son procureur, puisque je rappelle aussi qu'il y a une hiérarchie, qu'il n'y a pas qu'un juge dans l'affaire Vacher, mais qu'il y a en fait des dizaines de juges qui sont en cause, et quelques avocats aussi quand même si on n'a pas plusieurs dizaines, mais il en a épuisé quelques-uns avant de s'accorder avec le dernier qui l'aidera au procès. Et le procureur lui répond, bah, attendez, c'est peut-être soit un simulateur, soit effectivement un fou, et s'il est fou, à ce moment-là, il est irresponsable, on arrête tout. Et le juge veut aller plus loin, et donc c'est ce qui explique qu'il va y avoir tout un jeu. Le juge va faire un piège, en fait, il va essayer de piéger Vacher qui nie les faits, puisque ce qu'il faut comprendre, c'est que comme Vacher a été itinérant dans la France, en fait, chaque affaire relève d'un ressort différent. Et donc potentiellement il y a 11 juges d'instruction qui pourraient instruire une affaire Vacher. Et en fait, il n'y en a qu'un seul qui la prend, et le procureur lui dit, vous allez vous occuper de toutes, mais n'instruire que sur une. Vous vous occupez de toutes pour les médecins légistes. Donc on aura des informations pour les médecins légistes, mais je ne veux pas que vous l'inculpiez pour les autres affaires. L'Ain, la Côte d'Or, le Doubs, l'Isère, le Jura, le Rhône, la Savoie, Lyon, l'Alpes-Isère, voilà. La capitale de Vacher, c'est plutôt Lyon. C'est plutôt Lyon. C'est là qu'il retrouve aussi les frères maristes, etc. Et en fait, donc le juge prend tous les témoins le même jour, les témoins non pas du crime, parce que le crime, Vacher n'a jamais été vu en train de commettre un crime, mais quand on parle de témoins, c'est les gens qui ont vu un vagabond passer dans le village et qui avait une drôle de tête et qui ressemblait au signalement de Vacher. Donc ce jour-là, le jour de l'assassinat de Victor Portalier, puisque c'est là-dessus qu'il instruit, pas mal de paysans l'avaient vu. En plus, il pratique une mendicité relativement agressive, Vacher, donc il se fait repérer facilement. C'est-à-dire que s'il n'obtient pas ce qu'il veut, il râle, il dit salaud de bourgeois ou salaud de pauvre qui n'est pas à l'argent, etc. Donc on s'en souvient un peu, quoi. Et en gros, on le confronte à une dizaine de personnes, une quinzaine de témoins, voilà. Oui. Voilà, il y a une photo, notamment celle de droite, qui n'était pas à son goût, donc il n'avait pas trop souhaité qu'elle soit utilisée. Parce qu'il y a... comme beaucoup de tueurs en série, en fait, il est très soucieux de sa personne, très soucieux des injustices de son image, et des propos qu'on pourrait lui faire tenir. C'est tout à fait. L'affiche du juge et l'assassin avec Michel Noiret et Galabru. Oui, alors. Avec Philippe Noiret, pardon, et Michel Galabru. Michel Galabru. Michel Galabru qui concédait lui-même que c'était le plus beau rôle de sa carrière. Et c'est vrai qu'il incarne un Vacher un peu âgé, disons, par rapport à la réalité, oui. La réalité. Mais en revanche, il l'incarne d'une manière complètement habitée, justement, de cette espèce de tension, sinon de folie, ou de tension psychique qu'il y avait dans ce. Il tente de s'évader par l'innocence, entre guillemets, oui, on fait une transition pour Franck. On fait une transition un peu à gros sabots, mais il faut qu'on y vienne. Donc, je laisse tomber les aveux de Vacher. Non, on va revenir. Il faut faire du suspense, les aveux pour la fin de cette audition. Exactement, mais il faut quand même rappeler que Vacher, si ce n'est le roi de l'évasion, en tout cas, c'est celui qui cherche tout le temps à s'évader des lieux où il est. Il s'est évadé une première fois de l'asile où il était enfermé, et quand il sera repris une deuxième fois, il tente de s'évader du train, il tente de s'évader de sa prison, il casse les portes, donc c'est pas un roi de l'évasion,
mais c'est quelqu'un qui ne tient pas en place, ça c'est sûr. Et c'est intéressant cette notion de, si tu me permets, Je t'en prie, vas-y. cette notion d'évasion d'un fou, parce qu'effectivement, la question se pose, est-ce qu'un fou s'évade parce que par nature, il n'a pas de raison de le faire, si ce n'est effectivement que c'est un simulateur. Alors il y a un chapitre très important dans un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps là, sur le bagne des fous de Véronique Fauvassenti, où elle aborde ce problème de la simulation. Moi j'ai pris un exemple qui était bon, plus frappant, enfin, et puis plus net dans le livre. C'est S'évader, une autre histoire de la justice. Voilà. C'est l'évasion de René Lacan, de René Girier, qui s'évade avec Émile Buisson de Villejuif. Et en fait, à l'époque, sur les conseils de leurs avocats, très souvent, ils se font passer pour fous parce qu'ils pensent que ça va être plus facile de s'évader de Villejuif, de l'UMD, voilà, l'unité pour malades difficiles, que de prison. Et en fait, souvent, ils sont surpris en fait, de voir le régime qui est appliqué dans ces hôpitaux psychiatriques spécialisés. Donc... Qui est plus sévère ou pratiquement que la prison. Oui. Je t'en prie, vas-y. Mais donc, effectivement, c'était intéressant de pouvoir se poser la question de la folie et de savoir si un fou s'évade ou si simplement il s'enfuit parce que la porte est ouverte, ou alors, effectivement, est-ce que c'est un simulateur, quoi. Là, on a une histoire du crime à l'envers, entre guillemets, ou par la sortie, ou la tentative de sortie. On a Vidocq, Poule au Condor, on a Papillon. On a alors que je dis, on a Nadine Beaujour, on a jusqu'aux hélicoptères, voilà. Jusqu'aux affaires les plus récentes. Voilà, dans les plus récentes, effectivement, bon, on termine avec bien sûr Redouane Faïd, mais bon, qui permet en fait aussi d'aborder certains thèmes. En fait, cette histoire, pourquoi c'est une histoire de la justice? Parce que chaque évasion se veut un prétexte en fait à raconter un instant T de l'histoire pénitentiaire, de l'histoire pénale française. Depuis le code pénal de 1791 qui instaure la privation de liberté comme peine principale. Et du coup, en fait, c'est pas tellement pourquoi il s'évade, comment ou qui s'évade, mais c'est de quoi s'évade-t-il. Et finalement, il raconte ces évadés un instant de la justice dans l'histoire française. Donc on a les bagnes coloniaux, comme tu l'évoquais, on a donc la folie, on a... Enfin, la folie avec Villejuif, et puis on arrive jusqu'aux évasions modernes, et puis les dom-toms. Et une question, moi, qui m'a amusé dans le domaine du droit, c'est la comparaison entre le droit français et le droit belge ou suisse. Il y a des considérations en annexe sur le droit suisse. Voilà, il y a les textes de loi concernant les aéronefs, que moi j'aime beaucoup, c'est-à-dire comment on réglemente les hélicoptères et les dirigeables qui passent au-dessus des prisons. Enfin, c'est très. Les annexes sont. Le texte est délicieux, pardon, mais les annexes sont savoureuses. Voilà, c'est un peu l'idée. Et c'est vrai que dans ces droits... l'évasion suisse, voilà. Et en fait, l'évasion fiscale ou l'évasion tout court. Sachant que c'est des pays qui ne reconnaissent pas l'évasion comme un délit pénal, en fait, et qui donc accordent aux prisonniers le droit de s'évader. Du point de vue juridique. Considérant que c'est une soupape de sécurité qui va permettre... mais quand même, il y a quand même un délit ou un crime d'assistance à l'évasion. Voilà. Ils ne sont pas complètement candides, non? C'est ça, non, mais voilà. Bon, voilà, les Suisses... Fonctionnaire qui aura aidé dans son évasion ou aura laissé s'évader une personne arrêtée, détenue ou renvoyée dans un établissement par décision de l'autorité sera puni d'une peine privative de liberté de 3 ans. Quand même, donc tout le monde ne s'évade pas en Suisse. Mais en tout cas, on n'est pas condamné en Suisse, en Belgique ou en Allemagne pour s'être évadé. Pour s'être évadé. Ouais. Ce qui... à l'inverse, en France, et donc ça en dit long sur aussi, je pense, la philosophie de notre justice, est quasiment une peine non seulement supplémentaire, incompressible, inconfusionnable, mais une peine de haute trahison, parce que finalement on a l'impression que le droit français, la justice française ne supporte pas ce camouflet de l'évasion, et le punit encore plus durement, parce que c'est des peines qui sont, comme je le disais, non confusionnables, donc qui viennent s'ajouter, et qui vont faire qu'effectivement on va se retrouver avec... Dans un pays qui normalement ne met pas des peines plus longues autour de 20 ans, on va se retrouver avec des condamnés comme Redouane Faïd qui ont 35, 40, 45 ans de prison devant eux. Mais parce qu'il y a aussi la pression pour la justice qu'elle les prend comme des défis. Dans Spadjari, quand il s'enfuit du cabinet du juge d'instruction, je ne sais plus, voilà. Il y a une sorte de camouflet. Après, il parle à la presse dans Paris Match depuis le Brésil, où on ne sait pas où. Évidemment, les juges en rage.
Alors ça c'est vrai, bon Redon Faïd aussi, son Un livre, petit côté, voilà. voilà son livre qui a été fait avec Avec mon frère. Oui, mon frère, et Jérôme. un brillant journaliste. Ouais. Ça l'a pas aidé effectivement quand il a été repris à se faire Apprécier du système policier et judiciaire. des juges. Voilà, on sent bien qu'il y a un petit manque d'humour quand même de la part des juges là. Non, mais c'est alors sous une allure très vendeuse, hein, si je puis me permettre, hein, la couve flash, etc. C'est un livre très sérieux et très, très intéressant. Alors, il y a Les Fous, évidemment, pour vous, si je puis me permettre, Mark Renville. Il y a Le Bagne, pour ceux qui, comme moi, sont non pas nostalgiques, mais aiment le lointain et les tropiques. Et puis, il y a pas beaucoup de médecine légale. Hein. Là, je suis désolé, Romain, j'ai essayé de trouver un lien, mais si c'était que tous les deux ou tous les trois vous donnez en creux, encore une fois, ou une histoire de la justice, ou en tout cas, pour Mark Renville, une plongée à un moment dans le système judiciaire et on va dire son incohérence, ses absurdités, et puis en même temps sa réalité. Ce système avec des crimes commis dans plusieurs départements. On a l'impression que ça appartient à l'imaginaire télévisuel américain. On voit le tueur en série passer d'un état à un autre. Et puis vous, ça donne un tableau aussi du monde judiciaire. Par les marges. Je pense que le point commun, c'est que c'est du coup effectivement des manières de regarder la justice par les marges, quoi, des situations extraordinaires où Qu'est-ce qui vous a amené, si je puis me permettre, si vous êtes sociologue, comment on se retrouve à faire les médecins légistes? Pas avoir trop regardé la télévision ou je ne sais pas. Figurez-vous, j'ai jamais regardé de série des type Les Experts, quoi. Je me suis arrêté à Engrenage, la série française que vous connaissez peut-être, dans laquelle on croise parfois des médecins légistes et que j'ai fini. On y trouve un livre du musée du barreau de Paris dans le dernier épisode de la dernière saison, donc on est très content. Dans le cabinet du juge, voilà, de la juge d'instruction. On est ravis. Et donc c'était pas vraiment ça mon premier centre d'intérêt. J'avais fait un mémoire de Master 1 sur les aumôniers de prison musulmans et j'avais été accroché par ces professionnels au fond qui évoluent à l'interface de différentes logiques, différents mondes d'action, le monde d'un magistère religieux et puis les contraintes carcérales qui pèsent sur l'exercice. Et donc en M2 j'ai souhaité changer puisque je comptais faire une thèse après et je voulais un peu changer de sujet et j'ai été accroché par la question de l'expertise judiciaire puisque j'avais trouvé des travaux qui s'intéressent à l'expertise judiciaire, à sa genèse, à l'utilisation parfois des rapports d'expertise et au profil des experts, mais aucun n'avait regardé l'expertise en acte, en sociologie en tout cas, personne n'avait regardé des experts travailler. Et donc je me suis dit que ce serait intéressant de trouver personne n'avait expertisé les experts. Oui, voilà, c'est une certaine exactement. Facile, et donc, mais voilà. C'est vrai. Et donc je voulais vraiment regarder ces experts au travail. Et pour tout vous dire, la médecine légale est arrivée un peu par hasard dans le sens où moi, mes premières idées, c'était d'aller regarder des expertises en bâtiment. Je voulais regarder des architectes en train de travailler. Puis bon, je me suis dit que ce serait peut-être un peu ennuyeux, donc j'ai pensé à l'expertise psychiatrique, mais pour laquelle l'accès au terrain me semblait très compliqué, je n'imaginais pas accéder dans le cabinet. Et il se trouve que grâce à l'intervention d'un sociologue spécialisé sur les questions pénales qui s'appelle Fabien Jobard, qui était directeur d'un laboratoire à Saint-Quentin, où je faisais mon M2, à l'université Versailles-Saint-Quentin, donc le CESDIP. Fabien Jobard, le CESDIP en général, était en train de commencer à discuter de la création d'un DU, je crois, d'un diplôme universitaire en sciences criminelles, et avait pris des contacts avec des médecins légistes. Et je lui ai exposé mon projet, ça l'a intéressé, il m'a du coup mis en contact avec des médecins légistes, donc des experts parmi d'autres au fond, et voilà comment entre un projet de regarder des architectes au travail, des experts en architecture au travail, et une semaine plus tard j'étais en fait en salle d'autopsie et c'est donc des médecins légistes que j'ai regardé en train de travailler. Et ça m'a vraiment beaucoup plu, hein, pour les raisons que je disais tout à l'heure, de regarder vraiment sans mépris aucun pour mes confrères qui font dans le droit de la construction, je pense que c'est peut-être plus passionnant d'aller regarder une expertise médico-légale qu'une expertise en bâtiment, mais ça c'est mon point de vue personnel. Oui, probablement qu'il y a des choses. Il y a des choses passionnantes dans le droit de la construction. D'aller regarder, voilà, c'est une science de la mesure. Enfin, moi, ça m'aurait bien plu, mais je dois reconnaître qu'effectivement, ça m'a vraiment beaucoup. La matière, au fond, médico-légale m'a beaucoup intéressé. D'abord parce que j'en suis précisément pas resté aux autopsies, découvrir tout le versant de la médecine légale clinique, tous les enjeux que ça pose pour la prise en charge des personnes victimes, tout ça a été vraiment passionnant à découvrir. Et effectivement, la médecine légale, elle est tout à fait centrale dans ce qu'on connaît de l'expertise judiciaire aujourd'hui. C'est un exemple archétypal, donc c'était aussi intéressant d'aller regarder ce cas historique. Vous parlez des affaires récentes d'ailleurs, sans en tirer de conclusion, hein, l'affaire Traoré,
par exemple, voilà, dans lesquels Ouais. le rôle des médecins est essentiel. Oui, mais encore une fois, là c'est le cas limite du cas limite, l'affaire Traoré, puisque c'est un cas dans lequel on a assisté à une succession d'expertises. Je pense qu'on en a une petite dizaine maintenant. Ce sont des experts belges actuellement qui se penchent sur le sujet. Et à ce à quoi on n'est pas vraiment habitué en France actuellement en matière de médecine légale, à savoir des batailles d'experts. En France, l'expertise judiciaire au pénal se construit sur l'idée que l'expert, c'est l'expert du juge. Le juge choisit un expert, éventuellement il peut en changer, vous l'avez dit Marc, et construit du coup l'objectivité de son discours sur son indépendance vis-à-vis des parties. Or, dans l'affaire Adama Traoré, cette bataille d'experts, elle désigne en fait des batailles entre ces experts du juge, médecins légistes, et d'autres experts médicaux que, notamment la famille Traoré, la défense de la famille Traoré, a sollicité pour apporter un autre regard sur cette affaire. Et d'où une bataille d'experts entre d'une part des médecins légistes, indépendants, au discours robuste, mais des médecins qui ne sont pas des médecins légistes, qui ne sont pas habitués forcément à travailler pour le juge, mais qui ont un savoir de spécialité très précis sur les maladies. On dit qu'il est mort d'un arrêt cardiaque, des maladies, les policiers défendent cette idée. L'idée que ces médecins spécialistes de cardiologie ou spécialistes des poumons vont pouvoir avoir un avis plus spécialisé que non les médecins légistes. Et donc ça, c'est vraiment, ce cas en fond, il est emblématique de la tension dont je parlais tout à l'heure sur la médecine légale. Un médecin légiste, qu'est-ce qu'on doit attendre d'un médecin légiste? Une capacité à échanger avec le juge, à rendre compréhensibles des éléments très compliqués pour qu'il puisse prendre sa décision. C'est l'idée de la médecine légale et des médecins légistes. Ou est-ce qu'on attend de lui, au fond, une expertise très fine, très spécialisée sur telle ou telle partie du corps humain? Et donc l'affaire Adama Traoré, elle montre cette tension à travers cette bataille d'experts qu'on a plutôt l'habitude de voir aux États-Unis, où c'est l'expertise de parties, et c'est du contradictoire entre les parties que doit émerger la vérité, mais à laquelle on n'est pas habitué en France, puisqu'on a construit l'objectivité. Mais on a dans l'histoire de la justice des grandes remises en cause d'expertise. Je pense à Marie oui. Bénard, Bien sûr, devant la cour d'assises, et les fameuses répliques de son avocat sur l'expert qui est persuadé que l'arsenic, qu'elle a mis l'arsenic dans la nourriture, et qui pose la question de savoir si l'arsenic n'est pas dans la terre du cimetière, donc, et qui remet en cause, elle sera acquittée, avec une tête de tueuse, parce que les données sur le visage, en tout cas sur le délit de faciès, elle est partie pour l'échafaud, et elle s'en sort parce qu'on défait des expertises. Non, évidemment, après, le médecin légiste est lui-même souvent très... je dirais, challengé, comme on dit à la barre, par les avocats qui vont avoir ce genre d'argument. Mais néanmoins, disons que la nature de savoir expert, elle est construite sur une idée d'objectivité qui vient de son indépendance. C'est pour ça que l'affaire Adama Traoré, elle est intéressante de ce point de vue-là, c'est que elle met cela en rapport avec une autre manière dont on pourrait imaginer de faire de l'expertise. De manière plus spécialisée. Non, vous êtes très contemporain dans votre travail, et comme Franck Sénateur qui vient jusqu'au monde très contemporain, on a reçu, nous, il n'y a pas longtemps, au musée du barreau de Paris, François Besse, pour son livre Cavale, qui nous a raconté ses évasions, mais de son point de vue. Qu'est-ce qu'on pense des dernières grandes évadées? Est-ce qu'on peut encore s'évader? À part depuis Redouane Faïd. Alors, je ne veux pas être politiquement incorrect au-delà des limites, mais oui, j'espère. Parce qu'en fait, c'est justement... bon, sans répéter... voilà. On est juste filmé, Franck, toi bien. Donc, voilà. Donc, j'espère que les juges pardonneront, mais comme le disait effectivement Michel Vaujour, tu l'as cité, donc prison, définition de la prison, endroit d'où l'on s'évade, ou d'où l'on doit s'évader. C'est vrai que voilà, au-delà du côté jeu du chat et de la souris, il y a cet aspect en fait antinaturel de la privation de liberté qui, quand on en parle aux détenus, en fait, finalement, on l'évoquait avec Marc tout à l'heure, si on leur pose la question de savoir s'ils préfèrent en fait le châtiment corporel, évidemment pas la mort, mais le châtiment corporel ou la détention, on peut être surpris des réponses. En fait, c'est vrai que cette privation de liberté, pour le kidam moyen qui va répondre à des sollicitations populistes, ça paraît être des vacances avec le frigo et la télé, et en réalité c'est insupportable, et on ne parle pas des conditions de certains détenus comme Redouane Faïd ou Antonio Ferrara, qui eux se sont illustrés par, non pas le sang, puisqu'ils n'ont pas de sang sur les mains, mais sur le fait qu'ils ont
il y a l'affaire de la policière. Oui, mais tout le monde là, c'est démontré que c'est pas lui. On est tous d'accord pour admettre. Mais on ne peut pas non plus l'évacuer complètement. Non, mais je n'excuse rien, je dis simplement que c'était pas lui le tireur, tout le monde le sait, il n'a pas été jugé pour ça, il a été jugé pour association de malfaiteurs en bande organisée, et donc c'est surtout ses évasions qui lui coûtent cher. On aime tous Arsène Lupin, mais malgré tout, on est un peu légaliste. Non, mais j'entends bien, non, mais attendez, je ne défends pas à tout prix. Non, je dis juste que, effectivement, cette notion de reprendre sa liberté, finalement, c'est quelque chose de naturel. Donc, est-ce que les hommes continueront à s'évader? Oui, comme les hamsters essaieront toujours de sortir d'une cage ouverte, ou comme, voilà, on essaiera toujours d'enlever son masque s'il n'y a pas, là en ce moment, dans le contexte actuel, un policier derrière nous, quoi. Bien sûr, mais il y a un tableau de la prison qui est évidemment pas en faveur de la détention et de l'emprisonnement, qui est toujours le cas, voilà, qui ne suscite pas quand même un grand engouement pour le système carcéral et pénitentiaire français. Je crois qu'au-delà des conditions qui sont régulièrement dénoncées par l'OIP ou les organismes internationaux. L'Observatoire international des prisons, l'OIP, pardon. C'est vrai, les acronymes. Merci beaucoup. Et c'est vrai que cette privation de liberté, c'est quelque chose qui est relativement insupportable. À partir de là, encore une fois, je crois que ça paraît logique de vouloir s'évader quand on est en prison. Et ça prend beaucoup de temps de s'évader? Oui. De plus en plus, j'imagine. Non, mais sauf dans effectivement, là, il y a quelques évasions. Sans pas profiter d'une locomotive et à raccrocher son wagon, quoi. Donc, il y a quand même. Moi, je pense que ce qui est le plus difficile, c'est pas tant l'évasion, parce qu'on a vu il y a peu de temps une évasion de Fresnes, je dirais à l'ancienne, avec un détenu qui a encore fait des nœuds sur son drap. Donc tout est possible. Moi, j'avais l'impression que la seule évasion possible, l'évasion du 22e siècle, ça serait une évasion informatique avec un virus qui ouvrirait toutes les portes des prisons, couperait les alarmes. Et finalement, on s'aperçoit que non. Là, il y a un chapitre sur les dom-toms, par exemple. Et dans les dom-toms, je me suis aperçu avec étonnement que les évasions sont d'une simplicité enfantine, pas parce que les gardiens sont moins bons ou moins compétents, mais parce que les systèmes, en fait, ne marchent pas, ne fonctionnent pas. Alors, le détenu, lui, voilà, son job, c'est de surveiller, c'est de veiller, d'observer, de repérer ça. Et le système, il a toujours une faille. Donc, pas forcément humaine, comme la ministre de la Justice et le ministre actuel, pour l'instant, il ne s'est pas trop exprimé sur des évasions, mais à chaque fois s'exprime en disant on va rechercher les responsabilités. Oui, les responsabilités, elles sont peut-être dans la conception, en fait, de l'établissement et dans son mode de construction, tout simplement. Les prisons, je me souviens, là, je l'évoque sur Redon Fade encore une fois, qui s'évade de Réau. Réau, c'est un établissement qui regroupe à peu près 800 personnes, quand on compte tous les éléments de détention, femmes, maison d'arrêt, etc. Et les rapports du contrôleur général des lieux de privation de liberté a toujours dénoncé les établissements trop grands où les conditions de travail n'étaient pas opérationnelles, n'étaient pas logiques, n'étaient pas confortables, et donc en disant qu'il ne fallait pas dépasser 200 ou 300 personnes détenues par établissement. Là, on en fait un de 800, c'est le dernier, et il est privé. Donc à un moment donné, on peut se poser la question de se demander à quoi servent les rapports, enfin je veux dire, et si au lieu d'effectivement de chercher la responsabilité sur les personnels pénitentiaires qui font leur boulot, c'est pas dans la conception en fait de la prison et l'établissement qu'il faut chercher si la faille n'était pas là. Je pense que vous avez peut-être vu comme moi le remake de Papillon. Alors oui, je l'ai vu avec tristesse. Hein. Oui, parce que là, franchement... voilà une jolie histoire, pardon, si je puis me permettre. Autant le premier nous a tous laissé rêveurs et nous a incité à... Effectivement, nous a donné des idées de pirogues qui partent vers le Venezuela, autant celui-là, c'était plutôt envie de changer de chaîne, en fait, hein, que ça apportait. C'est dommage, en fait, parce qu'il y avait quelque chose de bien et ça servait à rien de le refaire, quoi. Bon. Je pense que c'est pas... très bien, donc une évasion cinématographique ratée. On a le même jugement, ou le même verdict parfait. Très bien. Et José Vacher, lui, donc, il n'accepte pas, pardon, je reviens en arrière, il n'accepte pas son destin, mais il vire ses avocats les uns après les autres, ou en tout cas il ne s'entend pas avec eux. Donc il est forcément destiné à l'échafaud, non? Il n'y a pas d'issue, il n'y a pas d'évasion, il n'y a pas de sortie. Son système ne marche pas.
Dans son système l'innocence, la ne marche révélation pas, mystique. Mais il est le seul à ne pas s'en apercevoir en fait. Donc il va persister alors, dans le système que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire de dire qu'il a été mordu par un chien enragé quand il était gamin, ce qui a vicié son sang, et qu'ensuite, comme il a été à l'asile psychiatrique, notamment à la suite de la tentative d'assassinat de la personne avec laquelle il espérait se marier, il s'est évadé, mais il a été maltraité, la balle qu'il avait dans l'oreille, on ne lui a pas traité, etc. Donc il va rester sur cette ligne-là. Je suis innocent au sens où José Bachet a aussi un sentiment religieux, voire mystique, très développé et réel, je pense relativement sincère, parce qu'il allait à la messe, même pendant la prison, etc. Donc, et il avait des pratiques religieuses avérées. J'ai rappelé qu'il voulait rentrer dans les ordres maristes, et d'ailleurs il en a été renvoyé comme beaucoup de personnes à l'époque, donc c'est pas du tout significatif d'un parcours a priori déviant. Et il espère c'était fréquent d'être viré ou de ne pas être admis chez les maristes. Oui, c'était très dur à l'époque, parce qu'il y a eu une crise d'évocation avec le développement de l'école laïque et publique, etc. Donc de ce côté-là, il n'y a pas on ne peut pas chercher des antécédents chez Bachet. Mais par contre, lui, il se croit suffisamment doué pour se défendre tout seul, effectivement, ce qui explique pourquoi il ne veut pas d'avocat. Et lorsque la loi si je me souviens bien, du 12 décembre 1897 arrive avec la possibilité d'avoir un avocat qui vous assiste pendant un interrogatoire, contrairement à ce qui a été dit, le juge ne lui cache pas, il lui dit un peu en retard, mais il lui dit, et Bachet dit mais qu'est-ce que je ferais d'un avocat, je me débrouille très bien tout seul. Pourquoi il pense qu'il se débrouille très bien tout seul? Parce que je dis tout à l'heure qu'il avait été reconnu par beaucoup de personnes, et le jour où il est confronté aux 15 personnes qui disent oui, ça doit être certainement lui qui a commis le crime, il est quand même un peu choqué, et il va réagir très vite, et cette fois-ci, il va prendre le juge de vitesse, il va lui signer une lettre d'aveu. Alors on dit, alors l'affaire est pliée, c'est bon, pourquoi un si gros livre? C'est qu'en fait, la lettre d'aveu dit, voilà, effectivement, j'ai commis des crimes, il ne dit pas lesquels, mais je vous en dirai plus si vous publiez ma lettre dans les journaux de l'époque, dans les plus importants, le Petit Parisien, le Progrès de Lyon, le Lyon Républicain. Ah, le juge est complètement estomaqué. Il dit qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc il en appelle au procureur de la République, il dit est-ce qu'on peut vraiment faire ça? Le procureur avait dit bon, vous avez certainement affaire à un fou, si vraiment il faut publier, vous publiez. Et comme le juge connaît les journalistes, alors ça évidemment ça se fait plus de nos jours, il discute avec eux et il a dit bon, est-ce que vous pourriez pas faire passer l'info? Et l'info en fait, contrairement à ce qu'on pense, c'est passé très vite, petit bout par petit bout, et puis ensuite la lettre complète. Alors plus ou moins accompagné de commentaires des journalistes en disant faut pas prendre ça trop au sérieux, etc. Et à partir du moment où la lettre d'aveu est publiée, Bachet commence à avouer les crimes de manière circonstancielle les uns après les autres, parce qu'il se croit justement protégé par son système de défense où il dit je suis innocent puisque ce n'est pas moi qui ai décidé de commettre ces crimes. Et quand on lui dit mais vous vous rendez compte comment vous les avez fait souffrir, ça se reflète aussi je crois de pas mal de tueurs en série, c'est de dire oh bah à elles toutes, elles n'ont pas souffert plus de 10 minutes, tandis que moi, vous ne vous rendez pas compte de ce que j'ai souffert pendant mes années de galère sur les routes de France. Donc oui, Bachet s'enferme d'une certaine manière dans un système, parce qu'on parle d'évasion, mais il y a aussi les évasions psychologiques, et probablement que Bachet cherchait à fuir un enfermement psychologique qui était lié au moins à sa déception amoureuse, en fait. Parce que sa Louise, qu'il tente de tuer, il va continuer à l'aimer, il va continuer à lui écrire dans ses pérégrinations, et parfois, et j'ai recoupé les lettres, c'est une lettre qu'il lui écrit 4 jours avant avoir tué un gamin et 10 jours avant d'en tuer un autre. Et ce sont des lettres dans lesquelles on ne soupçonne absolument pas qu'on a affaire à un criminel qui commet des actes aussi sauvages. Quel est l'élément déclencheur pour vous pour faire tout, parce qu'il y a un travail de recherche immense, il y a, même si vous dites qu'il vous manque quelques lettres qui sont arrivées depuis, oui. mais c'est toujours le jeu. Je confirme à peu près ce que j'avais pensé. Donc, voilà. Mais il y a des années de boulot dans beaucoup d'archives départementales, dans beaucoup d'endroits différents. Oui. On ne se fait pas ça uniquement en regardant le très beau film. Non, voilà. D'autant que le très beau film, moi j'avais vu étant adolescent et j'en avais gardé un souvenir, donc j'avais revu bien sûr depuis. Et je pensais, en fait, le vrai contrat avec l'éditeur, c'était de republier le livre que le médecin légiste justement de l'époque avait publié. Ouais, oui. En fait, je l'ai appris après, pour se justifier de l'expertise qui avait été très controversée à l'époque, où il avait dit « Vachet est responsable de ses actes ». C'est un sadique sanguinaire, alors le terme de sadique a aussi une énorme importance dans... Oui, il y a des grandes considérations sur le sadisme et la médecine légale et le sadisme. Oui. Oui. Donc c'est un véritable enjeu. Pourquoi il dit sadique? Parce que s'il est sadique, il n'est pas fou. Et ça veut dire qu'il tue pour le plaisir
de la cruauté du geste, et donc si c'est pour le plaisir, c'est qu'il est responsable. Il y a le fameux texte, pardon, je vous attends une seconde, Vacher, l'éventreur et les crimes sadiques, 1899 par Alexandre Lacassagne. Exactement. Et en fait, c'est déjà un dossier d'archives, ce bouquin. Alors Lacassagne est, pour le rappeler, le plus grand criminologue de l'époque. C'est vraiment le fondateur de la criminologie française, qui s'oppose à Lombroso, mais là, on ne va pas développer aujourd'hui. Mais sur cette affaire, on lui demande de faire un rapport extrêmement circonstancié sur le fait de savoir si Vacher est fou ou pas. Et Lacassagne, à mon avis, est convaincu qu'il a affaire à un simulateur d'emblée. Et il va le garder assez longtemps en observation, plus de janvier, février, plus de 4 mois en prison, aux prisons Saint-Paul et Saint-Joseph. Et il va justement faire ce rapport en expliquant d'ailleurs une phrase que je crois extrêmement significative. Il va dire: nous n'avons pas à délivrer des brevets d'impunité pour les criminels. Dans le rapport, c'est dit noir sur blanc. Nous ne sommes pas là pour innocenter des criminels. Ayant à procéder à l'examen d'un des plus grands scélérats qui ait peut-être jamais existé, nous voulions faire cette étude munie de tous les renseignements au courant de ce que la science connaît sur ce sujet. C'est ça. Exactement. Les plus grands scélérats, c'est dit. Hein. Alors, nous quittons la plume et sortons de ce long travail d'un cauchemar, c'est-à-dire écœuré et fatigué. Alexandre Lacassagne, Lyon, le 19 février 1899. Exactement. Et c'est bien de rappeler la date, hein. Février 99, ça veut dire seulement 1 mois et demi après l'exécution de Joseph Vacher. Ça veut dire que le livre, il l'a préparé déjà un petit peu avant. Il avait déjà sollicité d'ailleurs le juge d'instruction pour recueillir les pièces. Et pourquoi il a fait ça un petit peu dans la précipitation? Parce qu'à l'époque, en fait, après l'exécution de Vacher, on a découpé le corps en morceaux. Et notamment, on s'est beaucoup intéressé au cerveau, hein, là encore, et on a découpé 12 tranches, notamment, pour les donner à différents médecins. Alors, on n'est pas vraiment sur une expertise contradictoire, mais en tout cas, on veut en savoir le plus possible. Et l'idée, c'est de savoir est-ce que ce cerveau est pathologique ou pas, est-ce qu'on a une trace de la folie de Vacher qu'on pourrait trouver dans le cerveau. Et Lacassagne n'attend pas les réponses, il publie son livre avant. C'est vraiment le signe d'une précipitation, et je montre aussi par la correspondance qu'il a et par la réception extrêmement tiède de son livre, qui lui a coûté en fait, je pense, une partie de sa réputation scientifique, parce qu'il n'y a pas eu vraiment d'expertise contradictoire au moment du procès, parce que le grand médecin qui aurait pu s'opposer, qui était Édouard Toulouse, refuse de venir, et considère peut-être que Bourg-en-Bresse c'est trop loin de Paris. C'est la ville que je voulais citer tout à l'heure, c'est Bourg-en-Bresse, en plein pays de Bresse. Oui. Alors Vacher n'est pas de ce coin, mais c'est vrai que le crime a été commis dans le ressort de Bourg-en-Bresse, dans l'Ain. Et voilà, quoi, on voit le retentissement, il y a des documents d'archives qui sont publiés en annexe, il y a la couve du moniteur du Puy-de-Dôme, oui, très saisissante. Quand même Vacher dans sa cellule en attendant le verdict, hein, voilà, oui, la faucheuse. Elle est très intéressante parce qu'on voit les victimes éplorées, et je crois que ça c'est très intéressant parce qu'on a pour habitude de dire que dans la justice pénale, la place des victimes est très récente, reconnue, etc. Ouais, non, on la voit déjà c'est faux. Il y a une vraie archéologie de la victime à faire, et dans ces affaires qui suscitent une émotion populaire, que l'on peut repérer soit par l'imagerie, soit par les complaintes, et c'est pour ça que j'ai mis les Oui, on va parler de la complainte. Parlez-nous de la complainte. Il y a toutes les couves, pardon, il y en a beaucoup. Vacher l'éventreur, oui. le petit journal, Vacher le tueur de berger dans Lyon républicain, le Progrès illustré avec beaucoup de dessins sur l'audience et le procès. Et puis là, il y a exécution du tueur de berger, canard et complainte pour l'exécution de Vacher. Oui, alors ça, je pense qu'il faut le rappeler parce que c'est un contexte qui est évidemment un peu différent de nos jours. On n'imagine pas un grand chanteur célèbre de nos jours nous chanter la complainte des crimes de Francis Holm ou je ne sais quoi. Mais jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale, en fait, on a une tradition qui remonte à plusieurs siècles, au moins au XVIIe siècle, de complaintes chantées, alors sur des faits divers qui ne sont pas forcément des faits divers criminels, mais qui sont souvent des faits divers criminels, et qui sont une sorte d'actualité multimédia de l'époque, pour les personnes qui ne sont pas lettrées, qui ne sont pas capables d'accéder au journal et auxquelles on ne le lit pas. Et donc ces chansons sont faites sur des airs très connus, des airs que tout le monde peut entonner, qui sont des airs relativement simples. Et on plaque dessus des paroles, et c'est vraiment une vraie actualité, c'est-à-dire que j'ai pu repérer des complaintes qui étaient modifiées au fil de la procédure pour en tenir compte. Donc c'est vraiment des textes d'actualité. La vraie difficulté, c'est que c'est un genre littéraire populaire, qui n'a pas été bien conservé, car peu considéré, et on a beaucoup de mal à retrouver les complaintes qui étaient chantées. Donc c'était une transmission orale en fait. Et quand on les analyse un peu, et d'ailleurs j'ai fait l'exercice pour un autre livre qui consistera
à faire découvrir l'affaire Vacher uniquement par les complaintes, pour savoir comment on l'a reçue finalement, cette affaire, à travers les crimes, par les chansons. Et c'est un exercice très intéressant parce qu'on voit apparaître justement des préoccupations très différentes de ce qu'on peut imaginer de la justice de l'époque et qui nous renvoient à des choses très contemporaines. Par exemple, la demande de justice, c'est-à-dire que lorsque le corps est retrouvé dans la communauté, on demande justice, on demande à la justice d'intervenir, on demande un coupable, et si la justice ne le trouve pas, en fait la population va très vite nommer un coupable, et très souvent, enfin à 100%, elle se trompe. Le problème, c'est que les faux accusés voient leur notoriété totalement détruite, parfois doivent déménager, leur famille perd leur emploi, etc. Ça a des conséquences qui ne sont d'ailleurs jamais réparées par la justice à l'époque. Il y a beaucoup de couplets que vous avez reproduites quand même si vous dites que vous ne les avez pas toutes retrouvées, parce que c'est de la transmission orale, mais avec des couplets enfant revient, il en est temps, fuis par les blés, fuis par les champs, loin du bois du chêne, dans cet taillis un assassin, contre toi couvre un noir dessein, redoute l'hyène, aussitôt un affreux bandit sort sur la victime bondit, les trains et l'entraîne, jeune fillette n'allait pas, etc. Ah oui, c'est le tueur de berger, cette affreuse canaille va trouver dans un champ une femme gardant son bétail, elle avait 19 ans, l'assassin, chose atroce, la frappa en bête féroce, la viola, la hacha, puis de là dans la Haute-Loire, il fit comme on va voir un autre assassinat. Alors je ne sais pas comment on la chantait celle-là, mais c'est dommage. Ça devait égayer. Il y a certaines que je peux interpréter. Si vous voulez vous lancer, mais voilà, il y a des chansons d'évasion. Ah, alors des chansons d'évasion, oui. Quand on fait de la pirogue pendant oui, 1000 il y a une km. célèbre chanson d'Albert Londres, La Belle, oui. C'est ça, chantée par Lucienne Boyer, La Belle, que tout le monde espère, quoi. Donc oui, finalement, on retrouve. Mais finalement, ces complaintes, j'ai l'impression que c'est de l'information pour ceux qui ne lisent pas le journal, rapide, qui se contredit, qui ne se corrige pas. Ça rappelle certaines chaînes de télé actuelles. Oui. C'est un peu un exutoire, non quelque chose qui... Alors, il y a autre chose au-delà, non J'ai dit qu'il y avait l'émotion, il y a aussi le nommage des victimes, il y a une forte attention aux victimes, à la demande de justice, à l'idée que la justice est corrompue, que les magistrats sont d'accord avec les maires pour ne jamais arrêter le bon coupable, donc c'est vrai que ça rappelle des choses. Mais il y a, de dire qu'elles sont inexactes, elles ne sont pas moins inexactes que les journaux, parce que les journaux par contre sont nombreux mais ils se recopient les uns les autres, et puis parfois l'information se déforme. Et la complainte, elle est d'autant plus je dirais, authentique qu'elle est proche du lieu du crime. Donc tu vois une diffusion, si tu veux, tu as un crime, paf, il y a une complainte qui est faite, donc on nomme bien les personnes, les lieux, etc. Et puis après la complainte au fur et à mesure qu'elle s'éloigne, va se développer à la vitesse du colporteur, et puis le colporteur va alors soit il la vend en feuille, soit il la chante seulement, et si elle est chantée, effectivement, elle est déformée. Mais je peux te dire que la presse sur l'affaire Vacher, en fait, ça fait tourner beaucoup d'encre, beaucoup de ventes. Donc on allait chez le juge d'instruction tous les jours pour prendre des informations, et puis il y avait des jours où il ne se passait rien parce que Vacher ne parlait pas. Ces jours-là, je peux te garantir. On inventait des choses. Voilà, les journalistes te font le compte-rendu de la journée où ils nous racontent des belles histoires. Très bien. Comment est-ce qu'on procède, Franck Sénateur, pour travailler sur l'histoire des évasions? Enfin, on regarde les procès où en France on juge et donc on condamne les évasions et les tentatives d'évasion, ou on regarde que les films? En fait, l'évasion, c'est la fin du cycle de la justice, j'ai envie de dire. Il y a l'affaire, le légiste qui vient pour l'analyser, le juge et l'avocat donc qui vont exercer leurs droits, et puis finalement, après l'emprisonnement, l'évasion, c'est la fin du cycle un petit peu. Alors, comment les retrouver? Là, je vous dis, l'intérêt, c'était d'essayer de travailler sur effectivement des archives pour être le plus précis possible, mais en même temps sur des textes, encore une fois, juridiques, administratifs, qu'on va retrouver par exemple sur le site de Criminocorpus dont on va parler, où on a effectivement toutes les informations sur l'évolution depuis ce code pénal de 1791 jusqu'à nos jours. Et donc c'est pour ça que dans les annexes, la partie moderne de l'évasion, c'est l'utilisation des drones par exemple, et c'est pour ça qu'il y a ces fameuses annexes avec les textes de loi qui régissent le fonctionnement des aéronefs que tu évoquais tout à l'heure. Et alors, puisqu'on vient d'évoquer Criminocorpus, vous avez droit à votre moment de publicité pour cette institution. Donc, Criminocorpus, histoire de la justice, des crimes et des peines. Musée, c'est pas le même que le nôtre, il est beaucoup plus virtuel. Histoire de la justice, des crimes et des peines. Racontez-nous tous les deux ou tous les trois, parce que vous n'êtes pas membre, mais vous n'êtes pas loin. Simple lecteur. Vous allez, je pense, très très vite, Romain, participer à cette affaire. Quelle est cette affaire, messieurs?
Ah, c'est une affaire un peu ancienne maintenant qui date de 2003. Le site a été lancé en 2005 et puis il a rapidement évolué en fait. C'est une idée qui est partie de chercheurs qui voulaient transmettre de l'information fiable à la fois aux personnes qui s'intéressent à la justice, aux acteurs de la justice, les professionnels de la justice, mais aussi au grand public. Et l'idée c'était de transmettre non pas seulement dans nos revues savantes où on se lit entre nous, en tout cas on peut l'espérer, mais de transmettre aussi à un public plus large et donc de lui donner les moyens de s'approprier les contenus de manière sinon ludique, du moins attractive. Et donc l'une des composantes du site par exemple c'est de proposer des expositions en ligne, on est d'ailleurs en train de refaire le module. Criminalcorpus.org. Voilà, c'est ça. C'est assez simple. Hein. Donc il y a un compte Facebook, un Twitter et YouTube. Donc une chaîne YouTube. Oui, je vous en prie. Très calme la chaîne YouTube, mais les vidéos on essaie de les mettre plutôt sur notre site, mais il y a des entretiens avec des magistrats, avec des personnels, il y a des visites de lieux de justice aussi, des lieux fermés comme la prison de la Santé, le palais de justice de Paris, prochainement il y aura le palais de justice de Rouen, et puis également une bibliothèque numérique. Recruté. Voilà, une bibliothèque numérique dans laquelle on trouve la première revue française de criminologie, justement les archives d'anthropologie criminelle, qui avait été créée par Alexandre Lacassagne, et dans laquelle on retrouve notamment le rapport d'expertise de l'affaire Vacher. Et notre objectif, c'est effectivement C'est qui nous c'est un petit laboratoire aussi du CNRS qui s'appelle le CLAMOR, qui est une unité de service en fait, qui est au service donc, de la publication des recherches. Et qui est une photo d'un livre de Lacassagne, non, sur les tatouages et oui, si je ne me trompe pas. Ça c'est du Lacassagne, en dessous c'est Dreyfus dans sa prison à la Santé. On connaît ces classiques. Voilà. On essaie d'avoir des jolis documents et je dirais que le site musée en tout cas, parce qu'on a une revue, mais le site musée c'est vraiment un plaidoyer pour qu'il y ait en France un jour un musée de la justice, d'histoire de la justice, qui rassemble toutes les composantes en fait, de la chaîne judiciaire, que ce soit les avocats, les magistrats, les forces de l'ordre, les agents pénitentiaires, pour que les citoyens puissent comprendre que tout ça fonctionne ensemble et qu'ils aient une culture judiciaire ou juridique un peu plus développée. Qui les amène à peut-être un peu moins schématiser ces questions qui sont, on le sait, quand même assez complexes dans leur administration au quotidien. Marc, c'est très bien plaidé. Je pense qu'on finira par être écouté. Romain, quel est l'avenir ensuite, une fois qu'on a fait ce livre, une thèse sur les médecins légistes? Qu'est-ce qu'on suit comme parcours de chercheur? Bon, je vous ai dit qu'après mon M1, j'avais envie de changer. Oui, alors après la changé. thèse, j'ai également changé. Mais avec une forme de continuité. Maintenant, je travaille sur la question de la santé au travail, à travers des enquêtes très, très différentes, mais qui ont toutes pour point commun de m'intéresser à la santé des travailleurs, des travailleuses et aux questions de la prévention des risques professionnels. Mais voilà, avec une forme malgré tout de fil rouge, puisque je suis entré dans ce vaste monde de la santé au travail par un intérêt pour les médecins du travail qui, à la façon des médecins légistes, sont encore une fois des médecins qui n'ont pas vocation à soigner directement, mais qui ont vocation à livrer une expertise à une autorité requérante, administrative, donc ici, plutôt que judiciaire. Voilà, c'est un peu cette volonté de continuer à explorer cette figure de l'expert médical, et voilà, une enquête après l'autre, un recrutement à Rouen également, où je suis en charge d'un Master 2, d'un parcours de Master 2 sur cette problématique de la santé au travail. Et un livre à venir forcément derrière. Franck Sénateur, le livre en cours? Le livre en cours, un roman en fait. Pourquoi pas se lancer sur aussi, non pas... un roman au moins sur le bagne. Oui, bien sûr, un roman qui se passera dans une colonie pénitentiaire. Je serais très étonné quand même. Voilà. Dans une colonie pénitentiaire d'enfants et une réflexion sur la notion de deuxième chance en fait. Très bien, donc on attend avec impatience la colonie pénitentiaire. Et Marc, pour conclure notre tour de promo. J'ai un roman en attente, en recherche d'éditeur aussi, l'histoire d'un parricide qui massacre sa famille en c'est un roman ou un dossier? Alors cette fois-ci c'est un roman parce que je n'ai pas le dossier. Justement. Ah donc, mais c'est une histoire qui existe. C'est une histoire réelle, mais il y a des personnages fictifs dedans parce que ce sera, je l'espère, si ça fonctionne, une série. Bon, appel à la maison d'édition et à producteurs pour venir au soutien de Marc Renville dans ses efforts d'imagination, parce que pour l'instant c'est un très bon chercheur. On verra à l'épreuve comment il se débrouille en littérature imaginative. En tout cas, je vous remercie tous les trois vraiment grandement de vous être prêtés au jeu de cette audition contradictoire. Donc je rappelle quand même dans l'ordre, on avait Joseph Vacher l'Éventreur, pardon, parce qu'il n'y a pas le Joseph dans le titre, Vacher l'Éventreur, archive d'un tueur en série, de Marc Renville chez Jérôme Millon, excellent éditeur,
dont on aime beaucoup le catalogue et les appétences, voilà, pour des coins et des recoins de l'histoire, du mysticisme, du crime et de beaucoup de choses. Donc la Bible définitive, si ce n'est que vous pouvez quand même lui écrire pour lui envoyer les manuscrits inédits de Joseph Vacher que vous avez conservés chez vous, parce que votre grand-mère a été copine d'une bergère qui a mal fini. Franck Sénateur, S'évader, une autre histoire de la justice de 1791 à nos jours. Alors comme ça s'arrête en 2020, le nos jours sera, et comme il y a encore des évasions souhaitées par Franck Sénateur, futurs évadés, vous pourrez lui écrire une fois que vous serez à l'abri pour lui raconter vos aventures et votre façon de sortir, le drone, le tunnel, la petite cuillère et le virus informatique. Et puis enfin Romain Juston, mon rival, les médecins légistes, une enquête sociologique. C'est moins gros que le Mark Renfield, mais c'est tout aussi passionnant. Moins cher. Moins cher un peu, oui. Il n'est pas très cher, celui-ci. Il n'est pas cher du tout. Le Jérôme Million, il n'est pas cher. Il est soutenu par le Centre national du livre. Ceci explique un peu peut-être cela pour le prix qui n'est pas si élevé du tout. Mais en rapport qualité-prix, vous êtes tous gagnants, messieurs. Et donc on attend, parce que vous nous avez mis comme l'eau à la bouche, même sur la médecine du travail, je suis persuadé qu'un travail de vulgarisation au public sera. Il y a une bande dessinée qui est sortie ces jours-ci. Sur la médecine du travail. La médecine légale en réalité, c'est une des autres valorisations de la thèse. Je suis un peu corpo, donc je le dis en un mot. C'est une revue hébergée, c'est une revue aux éditions Petit à Petit hébergée à Rouen, ça s'appelle la revue Soif. Ils ont sorti leur deuxième numéro et le projet de cette revue c'est de mettre en BD des travaux académiques. Alors on croise des recherches de toutes disciplines confondues, principalement à l'université de Rouen, et il y a quelques planches qui racontent un peu cette plongée en médecine légale autour de l'autopsie d'un homme mort 2 fois, qu'on croise aussi dans le livre, et qui décrit un petit peu ce cas très énigmatique en le mettant en BD. La revue, donc c'est Soif. Soif avec un point d'exclamation après. D'accord, très bien. Parfait, merci à tous les trois, merci aux Nôtes de Paris qui sont nos partenaires pour la captation vidéo, nos amis journalistes qui viennent nous filmer normalement au musée du barreau de Paris et ici en intermittence, avant que nous retrouvions des lieux dans une jolie cave voûtée ou peut-être avec un peu de lumière pour changer pour une fois. Je remercie les amis du musée du barreau de Paris évidemment qui continuent de nous soutenir. La prochaine audition contradictoire du musée du barreau sera enregistrée le 21 octobre et diffusée dans l'immédiateté, la rapidité de nos partenaires des Nôtes de Paris avec Juliette Mel, ma consoeur, son illustratrice Mouche Cousue pour elle a fait un livre très récent sur le droit de la construction que je ne recommande qu'aux spécialistes du droit de la construction, mais elle a fait un livre sur l'avocature et sur le métier d'avocate, qui est très très bien et très illustré et passionnant, et on les recevra toutes les deux, avec la journaliste Delphine Vince, qui a travaillé sur les avocats d'affaires, et dans un livre assez sérieux aussi, donc ça nous fait 3 hommes aujourd'hui, 3 femmes la prochaine fois, aucune partition ou séparation, mais juste le hasard des très bons livres qui nous tombent entre les mains. Voilà, je vous souhaite une très bonne lecture, merci à tous, merci de vous être prêtés au jeu. Merci. Merci beaucoup. Merci.